Tard dans la soirée du 1er octobre, l'Iran a lancé la plus grande attaque de missiles jamais menée contre Israël. Dans le cadre de l'opération Vraie Promesse, de Téhéran a lancé plus de 180 missiles balistiques frappant plusieurs bases israéliennes. Israël a immédiatement promis une réponse sévère. Cependant, de nombreux indices montrent que toute l'escalade est calibrée pour maintenir l'échange sous contrôle. Mais avant d'en parler, remettons les choses dans l'ordre chronologique, avec des événements qui, rappelons-le, évoluent très rapidement. Lundi soir, l'armée israélienne a fait une incursion sur le territoire libanais. Bien que limitée pour l'instant, cette opération a marqué le début officiel d'une nouvelle guerre israélienne au Liban. Mais cette fois, la cible n'est pas l'État libanais, mais la milice chiite fortement retranchée, Hezbollah. Comme mentionné dans un précédent épisode, que nous vous invitons à consulter pour plus d'informations, la manœuvre d'Israël a été précédée par une vaste campagne aérienne visant à préparer le terrain pour une attaque. En conséquence, la direction du Hezbollah a été décimée avec la mort du chef du groupe, Hassan Nasrallah, ainsi que des 9 autres principaux commandants. 2 mois plus tôt, le commandant d'une autre milice pro-iranienne, le Hamas, Ismail Haniyeh, a également été tué. La mort des 2 chefs de l'axe de la résistance, Nasrallah à Beyrouth et Haniyeh à Téhéran, a été la raison officielle de l'attaque menée par la République islamique d'Iran, qui a eu lieu mardi soir vers 19h heure locale, lorsque des centaines de missiles balistiques tirés depuis l'Iran ont survolé Israël. Il s'est avéré plus tard que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran avait lancé environ 180 missiles balistiques, y compris des missiles balistiques Emat et Gad. Téhéran a également affirmé avoir lancé pour la première fois un missile balistique hypersonique à moyenne portée de fabrication nationale, le Fatah 2. Les cibles des Iraniens, selon le ministre de la Défense iranien, Nazir Zadeh, étaient des centres militaires, opérationnels et de renseignement israéliens, ainsi que la destruction des systèmes israéliens d'interception de missiles balistiques Arrow 2 et Arrow 3. Les Iraniens ont frappé la base de Nevatim, où sont stationnés les F-35 israéliens, ainsi que les bases de Hatzerim et de Tel Nof, entre autres. Néanmoins, il est très probable que les Israéliens avaient tous leurs F-35 en vol au moment de l'attaque. Les images montraient également des frappes près du quartier général de l'agence de renseignement israélienne, le Mossad. L'attaque iranienne était plus importante que celle d'avril, lorsque 120 missiles avaient été lancés sur Israël depuis l'Est. Tel Aviv a rapporté avoir intercepté la plupart des roquettes, dans une opération où Israël a été aidé par un allié américain. Les Américains maintiennent des forces très importantes dans les eaux libres de la région, en Méditerranée orientale. Au 1er octobre, il y avait 7 navires américains dont l'USS Cole, l'USS Harley Burke et l'USS Wasp, ainsi qu'un navire de débarquement britannique, le RFA Lionboy, en mer Rouge. 5 navires, dont l'USS Frank E. Peterson Jr. ou l'USS Stockdale, une importante force américano-britannique de 6 navires, sont également déployés dans le golfe Persique, dont l'USS O'Kane et le HMS Lancaster. Pendant ce temps, le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln est en attente dans le golfe d'Oman. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rapidement annoncé la riposte sévère à venir contre l'attaque de l'Iran, déclarant que l'Iran avait commis une grave erreur et qu'il en paierait le prix. Cependant, à ce stade, Tel Aviv n'a pas encore réagi, ce qui pourrait se produire dans les heures ou jours à venir, ou peut-être pas. Va-t-on maintenant voir une salve israélienne dévaster l'Iran, qui dispose de défenses anti-aériennes moins robustes et ne peut compter sur le soutien de personne, alors qu'Israël pouvait compter sur les Américains? Pourquoi alors, malgré les images spectaculaires que nous voyons à l'écran, y a-t-il des indices que l'échange se déroule néanmoins dans un certain cadre, que les 2 parties, en quelque sorte, intègrent cela dans leur calcul des coûts? Découvrez-en plus sur l'offensive israélienne au Liban dans le reportage spécial d'aujourd'hui.
En essayant d'évaluer la dynamique des événements, il est impossible de ne pas revenir à l'attaque de l'Iran contre Israël en avril, qui constitue un point de référence important dans ce contexte. L'attaque, bien que de moindre envergure, était un événement sans précédent à l'époque, rappelons-le. L'Iran a tiré environ 300 roquettes et drones sur Israël, à la suite d'une frappe israélienne contre un avant-poste diplomatique à Damas, qui a tué 7 officiers du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Bien que l'attaque ait été de grande envergure, Israël, avec l'aide des États-Unis, l'a gérée assez facilement à l'époque. En partie parce que les Iraniens avaient prévenu les Américains 72 heures avant l'attaque qu'elle allait avoir lieu, donnant ainsi à Israël le temps de se préparer à l'attaque. Cette fois, contrairement aux apparences, la situation était très similaire, sauf que les enjeux étaient plus élevés depuis. L'Iran ne répondait plus à l'assassinat de 7 officiers principaux, mais à l'assassinat de 2 dirigeants des principales organisations de l'axe de résistance pro-iranien dans la région, ainsi qu'au simple fait de l'incursion d'Israël sur le territoire libanais, conformément à la logique de l'escalade. Téhéran a également augmenté la mise en augmentant le nombre de missiles balistiques qui sont plus difficiles à intercepter, de 120 à environ 180. Il a également raccourci le délai d'avertissement pour l'attaque, tout en informant à nouveau les Américains, mais cette fois en ne leur donnant que quelques heures pour se préparer. De plus, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a mené une attaque de piratage parallèle contre les forces cybernétiques de Tsahal. Mais même un court avertissement a suffi à éviter des pertes humaines, car à part des dégâts mineurs sur les bases, comme celle-ci à la base de Nevatim, Israël est sorti de l'attaque essentiellement indemne, ce qui est surprenant compte tenu de l'ampleur de l'attaque. Et le fait qu'il ne faille que 15 minutes pour que des roquettes volent de l'Iran vers Israël, un seul Palestinien malheureux a été tué lorsqu'un module de propulsion d'une roquette est tombé sur lui. Alors peut-on s'attendre à ce qu'Israël lance une contre-attaque massive contre l'Iran ? Bien que la posture offensive de Tel Aviv soit bien connue dans le monde entier, la dynamique des événements laisse présager une riposte plutôt calculée. Rappelez-vous qu'en avril, Netanyahou avait également annoncé une réponse ferme. Mais l'armée de l'air israélienne n'a effectué qu'une frappe de précision sur le système de défense aérienne S-300 à Ispahan, l'une des bases clés de l'Iran. Bien que cette attaque ait été moins importante que la frappe iranienne, elle visait à démontrer la capacité d'Israël à frapper des sites stratégiques, y compris ceux liés au programme nucléaire iranien, sans faire dégénérer le conflit en une guerre totale. Dans cette version sanglante du jeu du chat et de la souris, l'objectif est de maintenir un certain niveau d'escalade sans aller trop loin. Israël est à l'offensive depuis des mois, tandis que l'Iran, afin de sauver la face, tant au sein de son propre établissement, parmi les partisans et les combattants de l'axe de la résistance, que parmi les dirigeants de l'axe du mal, il a dû répondre pour les dégâts qu'Israël a infligés à ses alliés. Étrangement cependant, la puissante attaque de l'Iran n'a presque causé aucun dégât à Israël. Ou peut-être que c'était justement le but. Dans notre précédent contenu, nous avions mentionné qu'il était peu probable que l'Iran entre en guerre, et littéralement, pendant le téléchargement, l'Iran a commencé la salve de missiles, ce qui a suscité une réaction rapide de certains spectateurs. Cependant, l'attaque de missiles d'octobre, tout comme celle d'avril, est difficile à assimiler à une véritable entrée de l'Iran dans la guerre, mais plutôt à une tentative de rester impliqué dans une guerre par procuration qui s'intensifie avec Israël. Bien que cela menace toujours une escalade plus large, la situation semble pour l'instant être sous un certain contrôle. D'autant plus que l'Iran est désavantagé dans un échange à longue distance. D'un point de vue géographique, ces systèmes aérospatiaux et de missiles sont inférieurs à la technologie militaire la plus avancée dont dispose l'État juif. Sans parler du fait que la puissante marine américaine est stationnée tout près, dans le golfe Persique et la région au sens large, prête à soutenir la campagne d'Israël. Ce n'est pas sans raison que le chef d'état-major Herzi Halevi déclare, je cite, « Nous avons la capacité d'atteindre et d'attaquer n'importe où au Moyen-Orient. Et ceux de nos ennemis qui ne l'ont pas compris vont bientôt le comprendre. » Fin de citation. Ce n'est pas du bluff. Cependant, l'Iran représente un risque bien plus dangereux dans une campagne terrestre classique, ce qui signifierait de facto la guerre. Inutile de dire qu'Israël n'est pas intéressé par un tel scénario.
surtout alors qu'il commence une campagne terrestre difficile contre le Hezbollah au Liban. Pour l'instant, Israël a bombardé la base russe de Shmeimim, dans la région de Latakia en Syrie, selon la télévision syrienne, je cite. Israël a bombardé la base 1 heure après l'arrivée d'un avion iranien appartenant à la compagnie aérienne Kashim Fars. Fin de citation. Il est peu probable que la réponse d'Israël s'arrête là, mais cela montre que la riposte de Tel Aviv sera ciblée plutôt que massive. En dehors de cela montre aussi qu'Israël n'hésite pas à frapper les proxys de l'Iran, en l'occurrence la Fédération de Russie. Pendant ce temps, les forces de défense israéliennes poursuivent leur opération terrestre au Liban, où elles commencent à ressentir le coût de l'opération. Au 3 octobre, les 8 premiers soldats de Tsahal ont officiellement été tués. Cependant, Sky News Arabia, citant une source anonyme, affirme qu'il y a eu au moins 14 victimes. Sans surprise, Hezbollah affirme qu'il y a eu encore plus de victimes. Dans ces images, un membre de la milice chiite affirme que le groupe a détruit 3 chars Merkava avec leurs équipages, abattu un hélicoptère et tendu une embuscade aux forces spéciales de Tsahal. La crédibilité de ces affirmations est difficile à vérifier, mais certaines pertes israéliennes pourraient effectivement résulter de ces événements. Enfin, le journaliste pro-Hezbollah ajoute, je cite, « Bienvenue en enfer ». D'autre part, les FDI ont annoncé la mort de 60 combattants du Hezbollah et la destruction de 200 autres cibles pendant la campagne aérienne, qui est également constamment invoquée contre les cibles du groupe à travers tout le Liban. Nous connaissons aussi les directions initiales des incursions. Des chars israéliens ont été aperçus à Maroun al-Haras, près du village de Bint Jabaïl, et au niveau de Kiryat Shmona, dans une colonie appelée Adaisit Marjayoun. Les 36e et 98e divisions participent aux opérations, tandis que les FDI ont publié des images montrant, entre autres, la destruction de tunnels du Hezbollah. Les forces libanaises ont affirmé que les forces israéliennes sont entrées au Liban sur environ 400 mètres de profondeur, près d'Odessa et de Kirbet Yaroun, puis se sont retirées après une courte période. En parlant des forces armées libanaises, il faut dire qu'elles se sont positionnées comme des observateurs passifs des événements, prises entre le marteau et l'enclume. Après l'invasion israélienne du Liban, les forces armées libanaises ont officiellement annoncé un repositionnement d'environ 5 à 6 km vers le nord. Le fait est que l'armée libanaise veut éviter les affrontements directs avec les FDI, d'abord à cause de la différence flagrante de potentiel militaire. Deuxièmement, Tel Aviv proclame officiellement que le Hezbollah et non le Liban est sa cible. Les forces armées libanaises sont une formation plus faible que le Hezbollah, et d'ailleurs, en théorie, leur mission n'est pas de se battre pour les valeurs proclamées par le groupe paramilitaire. Les Américains auraient discuté avec les deux parties pour éviter tout contact direct et qu'elles ne se battent pas. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. L'armée libanaise n'est pas du tout du côté d'Israël ici. Voir une autre armée opérer sur son propre territoire est une expérience difficile pour les soldats libanais. Mais la FLI pourrait potentiellement jouer un rôle important dans le rétablissement de l'ordre dans le pays si l'omnipotence du Hezbollah à l'intérieur du Liban venait à s'affaiblir. Il convient également de noter le message inquiétant envoyé par les FDI à la population arabe du sud du Liban, demandant aux habitants de ces régions de se déplacer au nord de la rivière Awali, qui se trouve bien plus au nord que la rivière Litani, précisément à 50 km ou 30 miles. Cela revient essentiellement à ordonner à tous les habitants du sud du Liban d'évacuer vers le nord. Le communiqué suggère implicitement que toute la région pourrait être la cible éventuelle des opérations israéliennes. De plus, au niveau du fleuve Awali se trouve un autre point stratégique, la capitale syrienne, Damas, un autre centre important de l'axe de résistance iranien. D'après les dernières informations du 4 octobre, nous savons que des bombardements israéliens ont tué le premier soldat libanais, ce qui a poussé l'armée libanaise à riposter par des tirs. C'est la première fois qu'il y a un contact direct entre les deux armées. De plus, Israël poursuit ses bombardements très intenses sur Beyrouth, où selon des informations non confirmées, le successeur potentiel de Nasrallah, Hachem Safiaddin, pourrait se trouver. Le Hezbollah
tente de riposter avec des attaques contre le nord d'Israël et Haïfa, entre autres endroits, mais les systèmes anti-aériens israéliens interceptent la plupart des roquettes. Les Américains, quant à eux, sont en pourparlers avec les Israéliens concernant l'ampleur de la riposte de Tel Aviv à l'attaque de missiles menée par Téhéran. Cela pourrait inclure, entre autres, les infrastructures pétrolières de l'Iran, a déclaré Biden. Israël a le droit de répondre proportionnellement, mais a appelé à ne pas viser les installations nucléaires iraniennes. Il est également à noter la rencontre entre le président iranien et le ministre saoudien des Affaires étrangères à Doha, au Qatar. Au cours de cette rencontre, les pays arabes du Golfe devaient assurer Massoud Pezeshkian de leur neutralité dans le conflit. Ils ont aussi décidé de ne pas autoriser les Américains à utiliser leurs bases aériennes sur leur territoire. Contre l'Iran, c'est une information importante, surtout du point de vue iranien. Malgré les tentatives de contenir l'escalade, tous les acteurs marchent sur des œufs, ce qui, lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient, peut se transformer en une marmite bouillante à tout moment.